Et je vais commencer, si vous voulez bien, par toi, Elsa. J'aimerais que tu nous dises, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est Ashoka, qu'est-ce que tu fais à Ashoka, quelle est l'ambition d'Ashoka finalement. Si tu Waouh. veux répondre à une autre question, tu peux, hein, mais voilà. Non, non, déjà, je voulais te remercier de ton Et invitation, je t'en Jérôme. prie. Ça, c'est la première chose, que je suis vraiment très, très heureuse d'être là. Que ça fait du bien de se retrouver aussi ensemble, de pouvoir discuter de tout un tas de thématiques, notamment l'engagement. Pour revenir à ce que fait Ashoka, Ashoka, c'est une organisation internationale qui existe depuis 43 ans dans le monde, qui est présente dans 93 pays du monde. En France, nous allons fêter nos 20 ans l'année prochaine. Et donc, c'est une organisation qui travaille sur principalement la transformation des systèmes, notamment en soutenant ce qu'on appelle des entrepreneurs sociaux à visée systémique, qui répondent pas forcément à un besoin social immédiat, mais qui vont essayer d'attraper la cause du problème de société pour éviter qu'il se pérennise. On a également un engagement très fort, et on en parlera tout à l'heure, auprès des jeunesses, pour faire en sorte de rendre les jeunesses le plus adaptables en fait aux transformations du monde, pour faire émerger cette génération actrice de changement, pas forcément comme entrepreneurs sociaux. On en parlera aussi parce que l'entreprise est aussi un lieu d'engagement. Je pense que Jean-Baptiste en parlera. C'est-à-dire qu'elle peut l'être. Elle Tout à peut fait. l'être, exactement. Et puis, un des derniers champs d'action d'Ashoka plus récemment, c'est la participation à la bataille culturelle, la transformation des récits, et faire émerger, déjà une jeunesse qui est bien représentée et représentative dans les sujets de société, mais aussi le sujet de l'innovation sociale, et aussi le sujet de la transformation, et rééquilibrer en fait les représentations du monde, puisqu'on a plutôt tendance, ça ne t'a pas échappé depuis quelques années, Je sais pas. à nous envoyer une représentation du monde qui n'est pas la réalité, puisque Ashoka existe depuis 43 ans, et ce qu'on fait tous les jours n'est pas une utopie. Et on a preuve à l'appui que, effectivement, ça marche et qu'on transforme la société, mais trop à bas bruit, à mon sens. Je te rejoins là-dessus, ma chère Elsa. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous citer, nous présenter les actions que vous menez, même peut-être en dehors des félos, on parlera peut-être des félos plus tard, mais qu'est-ce que vous faites pour accélérer cet engagement, cette transformation des récits dont tu parles? Bah, la première chose, en fait, la première chose, c'est qu'évidemment, on soutient, on identifie, on soutient et on accompagne des entrepreneurs sociaux. En France, c'est 4 à 5 nouveaux entrepreneurs sociaux chaque année. Ça veut dire quoi? Qu'on les finance pendant 3 ans, déjà sous forme de bourse. Une bourse pour un fellow Ashoka en France, en moyenne, c'est autour de 25 000 euros par an sur 3 ans. Mais en fait, la force du réseau Ashoka, c'est évidemment de pouvoir C'est allier surtout ça, presque, oui. Oui. exactement des partenaires qui vont être des partenaires pro bono, entreprises qui vont accompagner ces entrepreneurs sociaux pour qu'ils changent d'échelle, parce que souvent, voilà, il manque aussi de réseaux et autres, et on a la chance d'avoir à peu près 50 mentors philanthropes, donc des individus qui non seulement financent Ashoka, mais donnent de leur temps auprès de ces entrepreneurs sociaux pour les faire changer d'échelle. Ça, je dirais, c'est notre partie accompagnement, réseau, etc. Et on a aussi la chance d'être entrepreneur social, nous également, puisqu'on développe des programmes en propre, surtout à l'endroit des jeunesses, surtout à l'endroit de partenariats hybrides qu'on peut faire aussi avec des entreprises pour accélérer aussi la transformation des organisations et faire en sorte que ces ponts puissent exister entre les innovateurs sociaux et le monde de l'entreprise pour que tout le monde avance dans le même sens, puisque la réponse, on a cesse de le dire, est une réponse collective qui ne peut pas être gérée uniquement par un pan de l'économie. Donc voilà les grandes actions qu'on met en place en fait et qu'on va continuer à mettre en place, principalement pour les 20 prochaines années, puisque comme nous fêtons nos 20 ans, nous sommes dans une On sera là prospective. dans 20 ans pour faire le bilan. Elsa. Écoute, ouais, écoute, oui, Enfin, on verra. j'espère qu'on sera surtout très heureux de voir que tout ce que je t'ai raconté là était performatif, si je puis Exactement. dire. Et Ashoka, ça a quel statut du coup? C'est une association? Une ONG. C'est une ONG, donc En une fait, association d'intérêt général, enfin une ONG, une association de loi 1900. Non, exactement, ouais, exactement. Et alors nous, chez Ashoka France, on a deux instances, deux types de gouvernance. On a une association, l'association Ashoka France, et on a également une fondation qui est abritée par la Fondation de France, qui nous permet justement délivrer les de bourses. pouvoir exactement donner les bourses et soutenir certains programmes plus spécifiques sur les jeunesses. Est-ce que tu pourrais mettre l'accent, s'il te plaît, sur un ou deux projets, mais en particulier, je crois qu'on avait discuté, que vous faites notamment auprès des jeunes, de la jeunesse, pour travailler sur l'engagement, ce changement de représentation dont tu parlais? Quand je suis arrivée, bon, moi j'ai un vrai sujet de fond, c'est que j'ai rien trouvé de mieux qu'être au service des jeunesses dans ma vie, quoi. Donc je pense que c'est aussi très égocentrique en me disant c'est une
façon de rester jeune dans la temporalité, à mon avis. Donc je lutte contre ça. Et quand je suis arrivée, je venais de finir un documentaire pour France Télévisions qui s'appelait Le Lobby de Poissy, ces enfants qui s'engagent pour la planète, où j'avais embarqué 310 enfants de 10 Tu es pays journaliste d'Europe. de formation, hein. Je suis En tout cas de carrière. marketeuse de ouais. formation. J'ai d'abord fait une école de commerce, 10 ans dans des grandes boîtes. J'ai monté 2 boîtes, je suis devenue journaliste, j'ai fait des documentaires et je suis arrivée chez Ashoka comme ça. Donc j'étais un peu slasheuse avant l'heure, quoi. Donc j'étais un peu la paria de tous mes dîners de promo, en fait, pour être honnête, parce que c'était pas tout à fait le fonctionnement il y a 20 ans. Et donc tout ça pour dire que je venais de finir ce documentaire où j'avais embarqué ces 310 enfants de 10 pays d'Europe au Parlement européen qui avait co-construit la première déclaration européenne des droits de la planète et du vivant. Donc j'étais chargée de ça et quand je suis arrivée chez Ashoka, je me suis dit il faut continuer en fait à émanciper, à incapaciter tous ces jeunes en fait et surtout damer le pion à la représentation qu'on peut avoir que l'écologie n'est que l'apanage d'une classe bourgeoise ou boboisante, alors que pas du tout, elle était partout, et en particulier dans les quartiers populaires. Ce que fait RIS aujourd'hui, Barkat, développe extrêmement bien, mais RIS Barkat, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce qu'il fait. Banlieue Climat. Voilà. Banlieue Climat, où justement, il encapacite les quartiers populaires sur le sujet de l'environnement. Et donc, pour revenir à ce sujet-là, donc j'arrive, je lance un premier programme qui s'appelle Ta voix compte au moment de l'élection présidentielle pour faire en sorte d'entendre la voix des jeunesses. Et je m'aperçois, bon, il ne faut pas être grand clair pour s'apercevoir de ça, mais que finalement cette parole est relativement confisquée et qu'elle est sujet à l'infantisme, en fait, et que les hommes et femmes politiques, à partir du moment où un jeune vient exposer une idée, la disqualifient automatiquement parce que en fait, c'est un jeune qui expose cette idée. Donc il faudrait presque faire du The Voice, une espèce d'audition à l'aveugle des idées où on ne sait pas qui émet l'idée pour pouvoir qu'elle ait en fait une pertinence dans le programme. Donc forte de ça, je me dis ok, le step d'après, c'est pas tant de faire en sorte que les jeunes s'adaptent aux enjeux de société, c'est faire en sorte que la société s'adapte aux enjeux des jeunesses. Donc on va transformer le système, on va créer une assemblée des jeunesses, on va délibérément la surreprésenter avec des jeunes, notamment des jeunes des quartiers, 2 tiers de jeunes de 16-24 ans et 1 tiers de leaders d'opinion, donc des patrons d'entreprises RSE, de L'Oréal, d'EDF, des maires, etc., qui sont venus avec nous pendant 6 mois, une fois par mois, réfléchir à la question, c'est quoi pour toi réussir ensemble au XXIe siècle ? Et donc, on a fait une partie avec tout un tas de sujets, l'environnement, l'engagement, etc. Oui, pardon. Je peux te poser une question ? Tu peux. En quoi je vais être provocateur. Ça ne te ressemble pas, ça, non, quand même, c'est Jérôme. assez étonnant. C'est mais en quoi le patron de L'Oréal peut apporter un input positif sur s'engager au XXIe siècle à des jeunes ? Je crois surtout que c'est les jeunes qui peuvent lui apporter un input positif. Voilà, dans ce sens-là, d'accord. On a dit qu'on inversait les paradigmes, en fait, Jérôme. C'est pour ça qu'on a surreprésenté délibérément 2 tiers de jeunes, parce que compte le nombre de moins de 30 ans à l'Assemblée nationale aujourd'hui, enfin, à la feu Assemblée nationale, pardon. On a décidé de ne pas être trop glauque. Non, mais même dans l'absolu, il y avait à peu près, je crois, une petite dizaine de députés de moins de 30 ans, donc c'est extrêmement compliqué pour les jeunes de se projeter là-dedans. Donc tout ça pour dire qu'à la fin de ces 6 mois, on a produit 45 propositions sur 6 thèmes, l'engagement, le vivre ensemble, la santé, l'orientation, la relation au travail. Mais ce qui était intéressant en creux, c'est qu'on a fait documenter tout ce processus par 8 étudiants en sociologie, parce que c'était pas tant les idées. On savait très bien qu'en intelligence collective, vous le voyez, je pense que ceux qui sont adeptes de ce type de mécanisme, vous voyez toujours, il y a des formidables idées qui sortent à chaque fois. Ce qui est surtout pertinent, c'est de voir ce qui se passe dans les relations et dans les liens. Et donc, ces étudiants en sociologie nous ont permis en fait de voir qu'est-ce qui frottait ou qu'est-ce qui accélérait les coopérations intergénérationnelles en fait, parce qu'on va avoir besoin de coopérer. Donc, voilà le type de choses qu'on mène aussi en parallèle, et on l'a fait avec énormément de partenaires associatifs aussi, parce qu'on ne fait jamais les choses tout seul. Donc, on avait Enactus, on avait Osons ici et maintenant, on avait les lycées en transition qui s'occupaient en fait de certaines journées thématiques, Démocratie ouverte qui nous a aidés aussi à faire cette maïeutique-là, et énormément de partenaires financeurs qu'on a tous mis dans l'élaboration même du projet et pas uniquement pour signer les chèques. C'est aussi important pour nous d'avoir cette approche systémique en permanence et que tout le monde soit dans une relation partenariale et de confiance quand on met en place les projets. Merci. Je vais te poser une dernière question, puis après on passera à Jean-Baptiste. Même le pauvre, parce qu'il ne parle pas du tout, Jean-Baptiste. Je suis gênée. Ah non, pas du tout, mais il va avoir son temps de parole après, ne t'inquiète pas. Non, tout ça c'est organisé, ne fous pas le bordel dans la conférence, s'il te plaît. C'est organisé comme ça. Non, j'avais une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous présenter un fellow qui particulièrement s'engage sur le vivant dans son activité et que bien sûr vous soutenez? T'es dur là. Un fellow sur les 83 en France. Je n'en prends pas de jauge. Un seul. Je vais en prendre une récente et une femme aussi. C'est important. C'est très bien. Voilà. Quelqu'un que tu dois certainement connaître. Parce que les connaître. femmes font aussi partie du vivant, a priori. Je sais pas. Ça dépend dans quel pays, en fait. Il faudrait qu'on en reparle. Mais oui, bien sûr. Donc, je pense à Marine Calmet, que tu dois connaître, évidemment. Marine, elle devait venir et puis ils tiennent leur assemblée à Bordeaux aujourd'hui. Donc, elle devait être là pour intervenir.
Donc Marine Calmet, qui est à l'origine de l'association Wild Legal, que j'ai rencontrée justement quand je faisais ce documentaire du lobby de Poissy, parce qu'on militait aussi pour reconnaître les droits de la nature. Et donc Marine, son travail, c'est ça, c'est de faire en sorte de faire exister cette discussion philosophique pour qu'on fasse reconnaître des droits à l'environnement, parce que le droit de l'environnement tel qu'il est construit aujourd'hui dans la législation française, mais pas que, est plutôt pro-business, pro-entreprise, plus que pro-vivant. Donc l'idée, c'est vraiment de faire émerger cette discussion, cette façon, et même quitte à avoir dans son conseil d'administration une personne qui va représenter le vivant. Donc c'est très inspiré de la Pachamama et de tout ce qui se passe en Amérique latine, ou même dans la constitution équatorienne, par exemple, le droit à la nature préexiste. Donc ça permet d'avoir, sur une trentaine de procès qui ont opposé le vivant et les entreprises, à avoir près de 25 procès qui ont été remportés par ceux qui représentaient les écosystèmes, les requins, la rivière ou d'autres endroits comme ça. Donc je trouve que cette idée, elle est puissante. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai beaucoup de financeurs qui m'ont dit: mais c'est quoi le modèle? Tu as beaucoup de financeurs, toi, dis donc. Bah, j'ai l'impression non, que tu pourrais beaucoup de peut-être nous en donner financeurs un qui me peu. posent des questions, Ah, pas forcément des qui me potentiels financent. financeurs. Pas forcément qui me financent. Attention, beaucoup de discussions de financeurs qui me disaient: mais c'est quoi le modèle économique en fait de cette association? Je dis: mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est formidable, parce qu'en fait, derrière, ça peut déclencher une transformation économique majeure. Donc voilà un hommage rendu au travail formidable de Marine. Ouais, je vous invite à aller voir ce que fait Marine, qui est à la fois un travail exceptionnel et qui est une personne elle-même, je trouve, exceptionnelle. Donc les deux reliés, c'est pas mal. Merci. Donc je vais exécuter ton ordre et je vais passer à Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, qui est à peu près de la même génération, mais un peu plus jeune que nous, lui, il a participé au lancement il y a quelques années, c'était il y a 5 ans, je ne sais plus, 6 ans, un peu plus 2018, c'était même il y a 6 ans. Ah bah 6 ans, bon ça va, ça reste peu. Au lancement de Pour un réveil écologique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était au départ qui est un mouvement étudiant, puis après il y a les étudiants, puis les jeunes salariés quand même aujourd'hui dedans. Est-ce que tu pourrais d'abord commencer par nous présenter les ferments, enfin ce qui a permis de faire, pourquoi vous êtes engagé dans cette lutte avec Pour un réveil écologique, et quels ont été les ressorts que vous avez utilisés dans un deuxième temps pour développer cet engagement, le diffuser largement? Avant tout, très heureux de parler aujourd'hui, et surtout de parler sur ce thème, l'engagement, qui est peut-être celui que je préfère dans les enjeux de transformation écologique. Je pense que si vous êtes là depuis le début du festival, on a beaucoup parlé des causes et des potentiels leviers d'action. C'est des choses qui commencent à être très connues. Et ce qui pêche pas mal aujourd'hui, c'est quand même la mise en mouvement, l'implémentation de tous ces leviers d'action. Et donc l'engagement, pour moi, c'est vraiment la clé de ce qui va faire qu'on va y arriver ou qu'on n'y arrivera pas. Moi, j'ai envie de croire qu'on va y arriver, et c'est ce que croyaient aussi les étudiants en 2018, qui ont donc commencé par rédiger un manifeste étudiant pour le réveil écologique. Donc manifeste rédigé par 6, 7, 8 étudiants de grandes écoles polytechniques, HEC et Centrale à l'époque, Sciences Po aussi, et qui dit grosso modo, on a envie que le monde économique se transforme profondément. On est des jeunes étudiants, on ne se projette pas dans un boulot où on irait travailler en vélo si c'est pour continuer à créer des nouveaux projets de forage pétrolier, ou si c'est pour construire un nouveau SUV. Donc au début, c'est simplement un manifeste. Moi, je n'étais pas encore à ce moment-là. Ce manifeste, il est relayé dans toutes les grandes écoles et au-delà. Il est signé par 33 000 personnes. Et de cette mobilisation naît un mouvement. Donc au début, c'est un mouvement qui se dit, bon, il y a pas mal de gens qui ont l'air d'être d'accord avec nos idées, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis très rapidement, c'est renforcé par beaucoup de décideurs dans les grandes entreprises et politiques qui viennent nous voir sur le thème, mais enfin, les jeunes, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi qui vous arrive là? Et donc on va les voir, on crée un espace d'échange avec eux, on les challenge beaucoup sur leur politique environnementale, qui au début sont quand même très faibles. On est en 2018, on est au tout début de ce qu'on va appeler le mouvement des marches pour le climat de Greta Thunberg, etc. Et donc, je pense qu'on réussit à les mettre un peu face à leurs contradictions. Petit à petit, on a commencé à se structurer en différents pôles. Les deux pôles historiques étant donc celui avec les entreprises, qui fait beaucoup de dialogue et presque du plaidoyer pour la transformation écologique des entreprises, et le deuxième, le pôle enseignement, qui pousse pour que l'enseignement supérieur, et puis un peu au-delà, mais surtout l'enseignement supérieur de manière historique, propose des formations à la hauteur, parce qu'on est persuadé qu'il faut des formations à la hauteur pour que tout le monde soit au courant des enjeux et pour que tout le monde puisse prendre les bonnes décisions plus tard. Au-delà de ça, deux choses qui au début étaient anecdotiques et qui sont devenues maintenant centrales dans le collectif: la communication.
On a très rapidement lancé notre communication autour des enjeux de greenwashing, qui sont des enjeux dont on a beaucoup parlé au début comme un des fléaux contre lesquels il fallait lutter. Malheureusement, on en parle un peu moins, mais je vous invite quand même à continuer à regarder de manière critique tout ce qu'on voit dans le métro, dans la rue, etc. On continue à nous parler à longueur de journée de gaz naturel, le gaz naturel n'étant pas vraiment quelque chose qui est vert. Donc toutes les boîtes qui se revendiquent de gaz naturel, faut quand même faire attention. C'est ce genre de choses qui continuent aujourd'hui, en 2024, à être énormément véhiculées et contre lesquelles il faut continuer à lutter si on veut vraiment s'assurer que les décisions vont dans le bon sens. Et puis, deuxième levier qui s'est beaucoup lancé autour de la campagne de 2022 et qu'on continue à faire, le plaidoyer, avec beaucoup de mesures qu'on essaye de pousser tant bien que mal aux politiques sur nos sujets un peu clés. Et c'est notamment des choses, on avait travaillé avec Jérôme sur le grand défi des entreprises pour le climat, que je trouve très intéressante de penser d'un point de vue intelligence collective. Pour la planète, hein. On était climat et biodiversité. Pour la planète. Attention. Mais c'était top, Oui, c'était vraiment génial en vrai. Oui, je voulais dire, penser les choses de manière en groupe avec plein d'interlocuteurs différents, pour essayer de prendre en compte tout le monde. Moi, je suis vraiment convaincu que tous ces exercices d'intelligence collective amènent toujours quelque chose, que ce soit des propositions ou des changements de paradigme individuels chez les gens. Et voilà, je me souviens plus de la deuxième partie de ta question. Mais je crois que c'était ça, plus ou moins. Non, c'était à peu près ça. Tu as répondu à ma question, oui. Mais alors, du coup, moi, j'enchaîne sur une deuxième. C'est quels ont été pour toi les résultats de cet engagement? Qu'est-ce que ça a permis pour toi? Enfin, vous avez peut-être fait des mesures d'impact, j'en sais rien, pour un réveil écologique. Mais toi, tu dirais qu'est-ce que vous avez réussi à atteindre, à ton avis? Puis après, on verra les limites de nos exercices respectifs, peut-être. Mais Il y a différentes choses. Déjà, il y a un levier qui, je pense, est le plus important, qui est pourquoi on s'engage tous individuellement. On a une volonté de s'engager aussi pour bien vivre nos ressentis face à la crise écologique. Moi, personnellement, mon engagement chez Point Réveil écologique au début, il vient du fait que je suis face à cette crise, j'ai pas envie de rester les bras croisés et j'ai envie d'aller dans un contexte avec des modes d'action qui me plaisent. Donc là, c'était un des modes d'action très tournés de dialogue avec les décideurs. Et j'avais le sentiment que c'était utile. Donc ça, c'est déjà un ressenti individuel, et je sais que chez Point Réveil écologique, on est beaucoup à se dire, on est très heureux de pouvoir s'impliquer dans cette transformation avec ce genre de levier. Maintenant, d'un point de vue un peu plus global, Point Réveil écologique, depuis 6 ans, je pense qu'on a vraiment créé un espace de dialogue important. On est quand même très souvent invité pour porter la voix de la jeunesse, et plutôt... c'est parfois la critique qu'on nous fait, plutôt la jeunesse un peu dorée des grandes écoles, etc. Mais quand même une jeunesse réfléchie qui, pendant longtemps, ne prenait pas en compte les enjeux écologiques. Et donc, on a créé cet espace de dialogue, on est souvent invité, donc on essaye au maximum de pousser la transformation le plus loin possible. Et surtout, de mettre les gens en face de leurs contradictions. Quand on parle de grands décideurs du CAC 40, je pense qu'on en a rencontré au moins 75%. C'est souvent des moments assez fascinants où très souvent ils commencent la réunion assez sur deux. Souvent on l'a un minimum bien préparé. On est allé voir leur rapport extra-financier et on sort les trois gros éléments qui sont aberrants avec une trajectoire typiquement de degrés sur le climat. Et en sortie de réunion, merci beaucoup, on va travailler là-dessus. Et vous nous avez ouvert les yeux. Alors c'est aberrant de se dire ça, mais c'est quand même des choses qui fondamentalement, je pense, ont été utiles. merci. Oui, alors parfois ils le savent. Je ne suis pas sûr que les patrons du CAC 40 ne soient pas au courant de leur rapport extra-financier, la trajectoire de degrés. Bon, en 2018-2019, peut-être un peu plus. Aujourd'hui, non, mais ça reste très cynique. Aujourd'hui, toi, en fait, tu as cet engagement pour un réveil écologique, mais c'est aussi ce que tu essayes de faire, puisque tu es consultant dans un grand groupe de conseil en stratégie qui s'appelle le BCG. Comment tu essayes toi-même à l'intérieur, Dieu sait que c'est difficile d'un groupe comme ça, de faire évoluer les choses, de faire que ces enjeux écologiques au sens large du terme, écologiques et sociaux d'ailleurs peut-être, soient plus pris en compte à la fois en interne et dans les conseils que vous donnez? Alors, un des projets que j'avais préféré faire chez Point Réveil écologique au moment où j'étais étudiant, c'est un projet qui était autour des collectifs engagés dans les entreprises. On s'était rendu compte à l'époque, je pense en 2020,
qu'il y avait plein de petits collectifs engagés qui commençaient à naître dans plein d'entreprises, plein de gens qui se mettaient en groupe pour faire des actions de différents ordres selon, grosso modo, le contexte de leur entreprise. Au tout début, on va les voir en essayant de prendre leurs bonnes pratiques pour, grosso modo, les essaimer. Et en fait, très rapidement, avec Point Arrivée Écologique, on s'était rendu compte qu'il y avait valeur à les mettre en réseau, pour qu'ils se donnent les bonnes pratiques entre eux et que, grosso modo, cet essaimage qui, à l'époque, était au niveau des entreprises, commence à se faire entre toutes les entreprises françaises et même maintenant à l'international. Ça a donné lieu à quelque chose qui s'appelle, de manière très simple, les collectifs aujourd'hui, qui se veut vraiment être un réseau de collectifs de salariés engagés pour l'écologie. Et donc, ce que j'ai fait tout naturellement en rejoignant mon entreprise à la fin de mes études, c'est rejoindre ce collectif et essayer de pousser au maximum les actions ambitieuses. Dans les collectifs, très souvent, ce qu'on observe, c'est de petites actions au début pour se tester, petites actions qui peuvent être dérisoires, mais rien que faire en sorte que l'impact du bureau, du lieu de vie auquel on travaille soit positif. C'est déjà bénéfique. Un truc comme les gobelets en carton, normalement il n'y en a quasi plus dans toutes les grandes entreprises françaises. En 2018-2019, il y a beaucoup de collectifs qui se sont lancés là-dessus pour créer un espace de débat, encore une fois, dans l'entreprise, et petit à petit, en faisant de plus en plus d'actions ambitieuses, réussir à discuter avec leur direction. Aujourd'hui, dans mon entreprise, ça s'interprète, ça se caractérise par des dialogues très réguliers avec la direction. On a notamment fait, il y a un an, ce qu'on a appelé le Sustainability Challenge. On est une entreprise anglo-saxonne, on fait tout en anglais. Mais grosso modo, c'était une convention citoyenne en entreprise. On a posé de manière très vague aux 1500 salariés qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer l'impact du bureau. De ça, on a eu 150 propositions. On a créé des groupes de travail. On a fait plancher les groupes de travail pendant 3 mois. Et à chaque fois, on avait des idées proposé à la direction, soutenu par à chaque fois un associé gérant qui avait fait vœu de nous soutenir et qui ont été implémentés. Et est-ce que j'ai posé la question qui fâche peut-être, mais est-ce que ces propositions, par exemple, touchaient le modèle d'affaires du BCG? Est-ce que vous vous êtes dit, par exemple, tiens, on va renoncer à tel client parce qu'il n'est pas aligné avec les enjeux climatiques ou de biodiversité actuels, donc le renoncement ou la redirection écologique? Parce que sinon, si c'est pour les gobelets, bon, c'est bien, hein, je ne suis pas contre d'arrêter les gobelets, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Merci Jérôme pour la réaction, et je suis entièrement d'accord avec toi. On avait 5 groupes de travail qui étaient grosso modo sur 3 gros piliers. Il y avait un pilier qui était sur l'impact vraiment carbone de notre bureau, qui était plus sur les gobelets à ce moment-là, qui était plus sur grosso modo la réduction de nos émissions via la réduction de notre transport, qui est dans le conseil et le poste d'émission numéro 1. On avait un deuxième levier qui était sur, il ne faut jamais le sous-estimer celui-là, sur tout ce qui est personnes, sensibilisation, montée en compétences des collaborateurs. Nous, on avait mis un gros, on avait beaucoup insisté, un gros focus sur l'épargne de tous les salariés chez nous. Comment faire en sorte de faire de l'épargne responsable, parce que c'est un gros levier d'action individuelle. Important à l'échelle individuelle. Oui. Exactement. Et puis, en effet, troisième grosse partie du travail, c'était sur nos projets, comment faire en sorte que nos recommandations aillent dans le bon sens en tant que cabinet de conseil. À ce niveau-là, on a pu réfléchir sur dire oui ou non à tel ou tel client. Ce n'est pas du tout là-dedans qu'on est allé finalement. C'était plus sur essayer de comprendre sur un projet donné comment on peut faire au mieux. C'est là-dedans qu'on est allé. En se rendant compte que par plein de processus internes, et je n'ai pas trop envie d'en dire à ce niveau-là, mais bien sûr, oui. Plein de petits moments internes qu'on rajoutait dans la vie de chaque projet, on pouvait créer des réflexions et faire en sorte que là où parfois on n'avait pas d'impact, parce que la mission de base n'était pas du tout focalisée sur l'environnement, on pouvait tout le temps, quasi... infléchir un peu vos recommandations, quoi. Exactement. Leur donner une petite teinte environnementale. Un petit peu de green. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais pas en mode greenwashing du non, vrai bien truc, sûr, hein. bien sûr, absolument. Merci. Je vais vous poser à toutes les deux, oui, pourquoi pas, la même question. Et puis après, on passe à la question de la salle. Qu'est-ce qui fait, je vais être un peu cash, un peu direct et peut-être un peu pas hyper positif, pourquoi ça marche pas? Autre façon de répondre à la question, comment on peut faire pour que ça marche mieux? Parce qu'on en parlait juste avant, on va être honnête, hein, ça fait 1 an que ces questions dans les entreprises au niveau économique
sont de plus en plus non traités, que les organisations qui travaillent sur l'écologie rencontrent des difficultés extrêmes, et au niveau politique, on ne peut pas dire qu'au niveau européen, voire français, ce soit mieux. Donc globalement, c'est un échec. Donc comment on fait pour renverser la tendance ? Oui, Elsa, c'est un échec. Elle est toujours plus positive que moi. Ah ouais, bah ouais, je suis désolée. Bah, c'est un échec. Bah, ça, un échec. Qu'est-ce qu'il y a de positif là dans ce qui se passe en ce moment ? Tout dépend de l'objectif que tu te fixes. Changer le système pour qu'on y arrive. Non, mais le sujet, c'est, enfin, en tout cas de mon point de Non, vue. mais on va s'engueuler, Elsa, là, attention. Mais non, c'est pas le genre de la maison. Moi, je suis pour la discussion, tu sais bien, le dialogue. C'était une avant toute boutade, chose. Elsa. En même temps, si tu me cherches, il se peut que ça finisse mal. Mais non, moi, j'ai un énorme problème dans la vie, c'est que je suis désespérément optimiste. Mais désespérément. C'est Voilà. ton problème. C'est Tu le mon gères comme problème. tu veux, ça. Tu vois, souvent, quand on me dit quel est ton est-ce que c'était quoi ton épiphanie pour l'engagement, j'en ai pas en fait. Moi, je suis un peu tombée dans la marmite comme Obélix. Alors, c'est un gros problème pour. Tu es d'accord que c'est pas ma question ? Non, je sais, mais je vais y venir à ta question. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, en fait, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et depuis 3 ans et demi, je gère une association. Et depuis 3 ans et demi, paradoxalement, je vais beaucoup mieux qu'avant. Parce que je suis confrontée quotidiennement à des gens qui transforment la société. Et le sujet, c'est un sujet de bas bruit. C'est un sujet d'acculturation. C'est exactement ce que disait aussi Jean-Baptiste quand il dit qu'il s'implique directement dans les collectifs dès qu'il arrive au BCG. Ça raconte aussi quelque chose d'une identité aujourd'hui d'un salarié qui ne voit plus l'entreprise uniquement comme un moyen d'exercer son travail, mais comme un corps politique et un corps social. Donc, faut pas minorer en fait ce qui se passe aussi. Quand je vois le nombre de fresqueurs qui existent dans les entreprises aujourd'hui, c'est phénoménal. J'étais vice-président de la FREC, je peux te le dire. La FREC ne fait pas bouger les entreprises. Non, mais je dis pas ça. Mais c'est exactement ce que disait Jean-Baptiste. À un moment donné, c'est aussi intérieur, ton propre mouvement personnel aussi, qui va contaminer ce qui se passe, enfin contaminer positivement évidemment ton propre environnement. Donc moi, c'est comme ça que je le perçois aussi. Et donc, depuis 3 ans et demi, je dis pas que tout va bien, attention, hein, mais je m'aperçois, et c'est ça qui me rend en colère, parce que c'est l'ancienne journaliste, même si on l'est toujours, et c'est ça qui me bouleverse le plus, c'est de voir à quel point ces récits-là ne sont pas des récits qui crantent dans la transformation de mentalité et dans la représentation du monde et la représentation du réel, pas l'utopie. Et donc dans la transformation du réel par tu vois, rebond. Je prends un exemple tout bête, et je vois parce que en plus mon équipe est là, et donc si jamais je dis une bêtise, elles pourront corriger ça. Mais on a regardé sur les unes du Monde au mois de mai, donc le mois dernier en fait, sur donc à peu près, je sais pas, peut-être 6-7 titres du Monde qui sont en une. Ceux qui parlaient d'ESS et de transformation, d'économie sociale et solidaire et de transformation de la société. Sur les 123 titres du Monde pendant le mois de mai, il y en avait 9 seulement qui parlaient d'économie sociale et solidaire. Et là, je te parle qu'en volumétrie, je te parle même pas en qualité. Comment on en parlait. C'est pas mal, je trouve. Bah moi, je trouve que non, c'est pas. Bah bien sûr que non, c'est pas suffisant. C'est absolument pas suffisant parce que tout dépend comment tu en parles aussi. 9, parce que si tout le monde dit comme toi, en fait, on vous explique que ça marche pas, il y a un problème là, il y a machin. Forcément, la représentation. Ne m'engueule pas, tu commences à m'engueuler. Non, mais parce qu'en fait, non, mais il y a 20 ans, il y avait un titre là-dessus, donc ça quand même. Oui, mais c'était toujours pas un titre positif. Donc aujourd'hui, quand on en a 10 et qu'ils disent tous que ça marche pas, forcément, ça va pas non plus. Ça, j'avais pas compris. C'était négatif. Je dis volumétrie et quantité, qualité en fait. Donc le sujet, c'est représentativité des sujets, représentation du sujet. Et nous, on a tous les jours des raisons d'espérer et de se dire que ça fonctionne. Donc on a besoin qu'il y ait un mouvement de fond culturel qui fasse en sorte que, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est pas une utopie, c'est juste déplacer le projecteur de l'endroit de là où il se trouve aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des entreprises qui sont tout à fait conscientes, comme tu le disais très justement, de leurs externalités et qu'elles, sous couvert d'être un peu sympathiques avec votre mouvement, disent merci, on va vous aider. Évidemment qu'elles le savent, évidemment qu'il y a une part de cynisme aussi là-dedans. Mais il y a aussi énormément de gens dans les entreprises qui ont envie de les faire se transformer. Nous, on le voit. Chez EDF, on a des super partenariats avec des gens extrêmement engagés en interne qui sont vraiment en train de transformer leur propre organisation. On travaille avec L'Oréal, alors ça peut faire sourire aussi, mais c'est pareil en fait. Il y a des gens, faut pas oublier que les gens, quand ils se lèvent le matin, ils disent pas « chouette, je vais polluer, chouette, je vais faire consommer 10 fois plus, chouette, machin ». Ils sont aussi humains comme nous, ils vivent la même chose. Ils ont leurs enfants au repas de famille qui leur font... Je prends un exemple tout bête, Total. Je sais que c'est toujours un vrai sujet, Total. Quand je discutais avec le patron de la fondation, tu vois, tu tousses déjà. Donc quand je parlais avec le patron de la fondation Total, là oui. Quand je parlais avec le patron de la fondation Total, en arrivant chez Ashoka, où je m'interrogeais, il me dit « C'est quand même marrant, Elsa, je m'aperçois que le mécénat de compétences chez nous, finalement, les gens sont de plus en plus jeunes pour aller faire du mécénat de compétences et je ne comprends pas pourquoi. » Et là, je dis, c'est quoi plus jeune ? Ils ont 45 ans. Je dis, oui, mon âge. Bon, j'ai un peu plus maintenant, mais non, ils ont des enfants, en fait. Donc,
tous les jours, quand tu as ton engagement, donc tu es renvoyé à ça. Donc il ne faut pas minorer les transformations internes qui vont déclencher des transformations Mais je dans minore les pas. organisations. Bien sûr, tu as raison. Puis on vit la même Donc chose sur ça Engage, on marche. accompagne plein d'entreprises. Pas assez vite, le sujet c'est la vitesse. Non, mais justement, c'est ça la vision. Moi, je trouve que ça marche pas du tout assez vite et que ça marche pas bien et que ça marche de moins en moins bien depuis un an. Et on en parlera après avec toi si tu veux bien. Mais alors donc toi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire ce constat-là. Moi, je le constate parce que tu en constates un autre, peu importe. Mais toi, tu dis que ça passe par la transformation individuelle et par la transformation du récit. C'est ça, ces deux axes, tes deux leviers les plus forts pour toi? Ouais, exactement. Et ça passe par la relation qu'on a les uns avec les autres et désiloter les endroits où on se situe. Et quelque part, ce qui se passe en politique aujourd'hui, c'est aussi la résultante de ce que je suis en train de dire juste avant. La polarisation, en fait, elle est évidemment dans les idées, mais elle n'est pas que dans les idées, elle est aussi dans la représentation qu'on se fait les uns des autres. Je te parle d'un sujet, mais le sujet, c'est la thématique, mais c'est aussi l'individu. Comment on se représente les uns les autres. Tu vois, quand on parle de cette fameuse dichotomie dans le monde associatif entre les financeurs, les philanthropes, et les associations. Comme s'il y avait une espèce de relation de domination induite par l'argent en fait autour de ça, qui fait qu'en fait on continue à s'assigner à une forme d'identité dans le système dans lequel on est. Et si on ne dépasse pas ça, en se disant en fait voilà, on a tous les mêmes problématiques, on est tous dans un sujet de transmission aussi, on n'est pas dans un sujet personnel, on n'est pas dans une héroïsation non plus des individus. C'est pour ça que c'est génial ce que vous faites avec la multi-incarnation pour le réveil écologique aussi. Parce que le récit médiatique, il crève de ça aussi. Il crève des mono-incarnations, qui fait qu'à un moment donné, on a usé, essoré une personnalité qui est qui devient clivante par essence parce que les réseaux sociaux, et c'est ce qui est contre-productif et qui fait des backlash clairement après sur la pénétration de notre récit. Donc oui, c'est les individus, c'est se frotter à des gens avec qui on n'est pas d'accord. De toute façon, on le voit, quand il y a des irritants dans une réunion, c'est les gens vers lesquels il faut aller en fait. C'est chiant, mais c'est vachement bien et c'est comme ça qu'on progresse. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, on a une responsabilité. Aujourd'hui, on est tous un média en fait, Jérôme. Tu le vois bien, les réseaux, les machins. On est tous un média. Donc on a une responsabilité sur la part de vérité qu'on a envie de mettre dans le monde en fait. Donc on peut choisir de dire ça marche pas, ça va pas assez vite, c'est machin, et d'avoir une ribambelle de grise mine, ennemie des bisounours, hein, avec son nuage de pluie sur la tête. Et on peut se dire aussi, bah maintenant, allez, je vais me forcer, c'est les 3 kiffs du jour, quels sont les trucs qui fonctionnent bien, et tous les jours quand je poste un truc sur les réseaux, ça va être un truc qui fonctionne bien. Et pas simplement parce que c'est rigolo, c'est sympa, mais juste parce que c'est ma responsabilité de quel récit du réel j'ai envie de laisser à mes enfants. Et quand je dis mes enfants, c'est pas les 3 miens, c'est nos enfants en fait. C'est les générations qui arrivent après. Donc c'est pour ça, pardon, hein, je suis pas du tout en colère. Mais je le prends très très bien, moi je trouve ça intéressant, c'est là que je voulais en arriver, donc je suis ravi moi. Donc oui. Pour moi, oui, ça ne va pas assez vite, évidemment, mais je trouve qu'il y a des progrès majeurs qui sont faits. Et là, je vais mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Je crois aussi que ce qui se passe maintenant politiquement en France, c'est un formidable réservoir aussi de sursaut pour faire en sorte que toutes ces thématiques-là, elles progressent encore plus vite. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on agisse, vraiment. Merci. Jean-Baptiste, même question pour toi. Ta réponse. Déjà, au risque de te décevoir, je suis aligné avec 95% des choses qui ont été dites, notamment sur le côté mise en réseau, engagement collectif, et cette première étape qui est nécessaire, mais qui je pense commence de plus en plus à être franchise, à partir du moment où on a commencé à former et à expliquer à tout le monde qu'il y a une urgence, on réfléchit tous ensemble, avec nos différences, à des solutions qui peuvent marcher. Et typiquement, moi là-dessus, pour être plutôt positif, j'ai plutôt regardé très positivement ce qui a été fait pendant 2 ans par le secrétariat général à la planification écologique. On est parti il y a 2 ans d'un niveau où il n'y avait pas de plan, à un niveau aujourd'hui où il y a un plan, il y a des trajectoires, il y a plein d'indicateurs qui peuvent être suivis. Là où on a un problème, c'est qu'on est à l'étape d'après que je décrivais au tout début, qui est l'étape de comment on met en place ce plan. Pour mettre en place ce plan, je suis persuadé qu'il faut continuer à faire de l'intelligence collective. Là où le SGPE a fait un travail un peu en chambre, à 30 dans des bureaux, il faut créer sur chaque indicateur des groupes de travail, comment on y arrive concrètement à la maille territoriale. Et c'est un petit peu ce qui, originellement, avait été la politique qui était envisagée. On verra si ça continue, je le souhaite forcément. Pour revenir à ce qui bloque, moi, je suis persuadé que ce qui bloque, et à nouveau, je vais être assez aligné avec ce qui a été dit, mais ce qui bloque, c'est un manque d'incarnation d'un récit collectif rassembleur qui va nous permettre d'aller dans le bon sens.
Alors l'incarnation, c'est déjà la création de ce récit collectif rassembleur. Je pense qu'on n'y est pas beaucoup. Je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'il peut exister. Il y a plein de choses qui sont hyper envisageables dans la transformation. On en parle souvent. Même la sobriété, c'est souvent vu par beaucoup comme quelque chose qui n'est pas enviable. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui va nous apporter tellement d'un point de vue bien-être tous collectivement. Mais qui aujourd'hui incarne d'un point de vue politique, d'un point de vue économique et même dans nos foyers ce genre de discours. Le jour où on y sera arrivé, là on va commencer à créer une espèce de force de changement enviable. Et à partir du moment où les gens seront conscients qu'en plus c'est nécessaire de faire ces changements-là, moi je suis persuadé qu'on va y arriver, hein, vraiment. Et je pense qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin d'y arriver selon toi ? Moi, je pense qu'il faut maintenant des gens, des décideurs avec de l'influence qui s'y mettent vraiment fortement parce qu'ils en sont convaincus. Mais à partir de ce moment-là, quand on voit que dans énormément d'entreprises françaises, il y a des forces de changement qui attendent juste qu'on lance la vague, moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Ouais. Elsa ? Ouais, non, parce que je veux rebondir sur ce que dit Jean-Baptiste, qui est très juste. On est dans un temps politique très fort en France. Là. Ça a échappé à personne, nous aura pas évidemment. Mais regardez le nombre de candidats de la société civile qui ont des circonscriptions aujourd'hui. Il y en a extrêmement peu. Extrêmement peu. Et ce récit collectif, il peut être incarné aussi par ces gens-là. Donc il y a une forte responsabilité du champ du politique à être capable aussi de se désiloter pour aller chercher les expertises terrain, des gens qui tous les jours en fait transforment cette société-là, nous transforment notre vie et qui ne sont pas suffisamment entendus et qui ont non seulement du plaidoyer, des idées pour des lois, des idées pour des cadres à transformer, de l'expérience, de l'expertise. Et alors moi, je me suis insurgée quand il y a eu un autre maniement Macron l'été dernier, quand on a sorti donc, les 2 pauvres restants de la société civile, et BFM titrait « Échec de la société civile », alors qu'on avait 2 ministres qui étaient à peine restés 1 an, et ça suffisait à dire que c'était un échec de la société civile. Très étonnamment, j'ai fait un petit truc rigolo, c'est-à-dire que j'ai pris le gouvernement tel qu'il était et j'ai mis mon gouvernement idéal à moi, qui je verrais à quel poste, en renommant d'ailleurs les ministères. D'ailleurs, je trouvais ça rigolo, tu vois. Alors, on m'a dit oui, tu vas mettre Abdelali El Badawi de banlieue santé à la santé. Bah non, justement, je vais pas le mettre là. Je vais le mettre à la ville, parce que justement, il a d'autres choses à raconter que de le mettre dans son silo. Ce truc-là a buzzé sur LinkedIn, mais il y a eu 700 partages à tel point, et ça, c'est drôle. C'est drôle et en même temps, ça peut être désespérant. Je pense que tu vas pencher dans le camp du désespoir. Arrête de me caricaturer. Non, non, mais c'est assez drôle parce que j'ai été appelée par le ministère de la Transition démocratique qui m'ont dit, est-ce qu'on peut se rencontrer parce qu'en fait, votre idée, elle est quand même vachement intéressante de mettre d'autres gens justement à ces postes-là. Donc je crois qu'il y a aussi quelque part, même si le SGPE a fait de super choses, même un serious game pour qu'on comprenne mieux le plan, ils ont essayé de se mettre un peu en pédagogie maximale, il y a quand même une espèce un manque d'inventivité et d'ingéniosité, et même d'un côté très pragmatique, de se dire où sont les solutions chez les gens qui mettent en place des solutions, quoi, plutôt que d'essayer de les penser et de penser à la place d'eux. Pensons avec parce qu'on pense pour. Donc là, il y a un vrai sujet en fait, de déliquescence de la classe politique qui doit, à mon avis, s'hybrider sérieusement, quoi. Merci. Du coup, comme on prône le collectif, le participatif, et ben on va passer à vos petites questions, ou vos grandes questions, et je vais vous donner le micro. Merci beaucoup pour vos 2 interventions. Je voulais, c'est pas vraiment une question, mais peut-être ajouter mon petit grain de sel sur le pourquoi depuis 1 an ça fonctionne moins. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Elsa D'Acosta, sur le fait que c'est bien avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord qu'il faut absolument échanger. C'est le brassage des idées. Le brassage génétique, c'est bon pour la stabilité, c'est aussi bon pour la culture, pour la culture humaine. Et donc, en fait, on peut diaboliser les grandes entreprises, Total, L'Oréal, ou toutes, qui polluent, etc., qui changent la composition des sols, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ces structures-là qui ont les fonds, donc qui ont le plus de pouvoir sur notre société actuelle. Et donc, le discours qui est notamment divulgué par la fresque, que ce soit celle du climat ou de la biodiversité ou tous les autres types d'interventions que l'on peut avoir, comme celle que vous faites auprès des entreprises, consiste à les responsabiliser. L'oncle Ben, rappelons-le, grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et je trouve que c'est toujours d'actualité, surtout sur des sujets comme ça.
Et donc c'est là où j'en viens à ma petite réflexion, c'est que on vit aujourd'hui dans un contexte socio-politico-économico, machin, je vais pas tous les faire, qui est de plus en plus difficile. Inflation, montée des extrêmes, etc. Enfin bref, pareil, je vais pas tous les citer, mais c'est de plus en plus difficile. On le ressent à l'échelle collective, à l'échelle individuelle. Et donc, selon moi, il y a un réflexe. Quand la situation est difficile, un réflexe qui est tout à fait humain, naturel, c'est effectivement de se replier, de chercher à se protéger, à éviter d'être confronté en fait avec l'inconnu, en se calfeutrant dans des certitudes ou des acquis confortables et donc réconfortants. Et donc ça, c'est vachement utile au court terme, mais le problème effectivement, c'est qu'on évite de s'exposer à ces nouveaux récits, aussi rassembleurs soient-ils. Voilà. Donc c'est de plus en plus difficile d'adhérer en fait, de faire adhérer des nouveaux esprits à ces nouveaux courants de pensée. Merci. Moi, j'ai Une réaction, ouais. Ouais, deux réflexions. La première, pour parler du partenariat qu'on a noué avec L'Oréal. Il y a un sujet, on a parlé du récit du réel, mais il y a aussi le récit publicitaire, qui est aussi un récit en fait, qui transforme les mentalités. Et quand je vois que L'Oréal est OK pour signer avec nous, parce qu'on va travailler le sujet de la beauté au XXIe siècle, et donc être beau au XXIe siècle, c'est rendre sa beauté au monde. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. Je me dis, on est en train de progresser d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais ça veut dire qu'ils ont dit oui. Et ils n'ont pas dit oui en communiquant largement, en envoyant 50 communiqués de presse à l'AFP en disant on a fait un partenariat et on va faire ça. Donc ils veulent le faire aussi en interne. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième chose, vous avez raison sur beaucoup de points. Votre prénom, pardon. Élie, vous avez raison sur beaucoup de points. Il y a un truc sur lequel je suis un peu moins en accord avec vous. Si je peux me permettre de vous donner un tout petit conseil de lecture, je vous invite à lire Henri Laborie, L'éloge de la fuite, pour comprendre le type de comportement qui peut se passer dans la tête d'un être humain quand il y a un sujet de crispation. Il n'y a pas toujours le repli sur soi. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Sinon, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on vit maintenant. On l'aurait déjà vécu il y a belle lurette. Donc, ça prouve quand même qu'il y a eu d'autres choses. Soit, en fait, on est effectivement prostré. C'est sur des petites souris qu'Henri Laborie a fait son enquête et puis après, il a extrapolé sur les êtres humains. Soit on est prostré et on reste comme ça dans le coin et on attend. Soit on se bat, donc on s'épuise aussi. Soit on décide d'observer le monde et de prendre un peu la tangente, l'éloge de la fuite, qui est en fait une manière de percevoir une troisième voie et une solution. Et moi, je suis plutôt de celles qui pensent... Alors au début, je me bastonne un peu, vous avez vu un peu, j'ai plutôt ce réflexe un peu d'y aller. Et l'autre, c'est de me dire, voilà, je vais quand même regarder, prendre un peu de distance par rapport à tout ça et de trouver cette voie de passage et d'emmener des gens avec moi. Donc je crois fondamentalement à ça, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Bah, voyez, moi, c'est pas le mien. Non, je crois pas. Enfin, j'en sais rien, peut-être, mais je sais pas, Jean-Baptiste, toi, quel est ton premier réflexe, toi ? Alors moi, je pense que moi, c'est la mise en mouvement directe. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais je suis entièrement d'accord qu'il y a plein de manières différentes et il y a des études très intéressantes, je pense, comme celle que tu cites, sur comment on réagit face à une catastrophe. En effet, on ne réagit pas tous de la même manière du tout. Ce que je voulais quand même juste, ce sur quoi je voulais quand même rapidement insister, c'est au début de votre intervention, vous parliez de la responsabilité de tous, et je pense que dans cette responsabilité, il y a notamment d'expliquer que les solutions les plus court-termistes et les plus simples à premier abord ne sont pas les bonnes. Et justement, c'est là où les responsables aujourd'hui, de mon point de vue, il ne faut pas seulement qu'ils disent on est face à une crise et il faut qu'on agisse, il faut aussi qu'ils créent la possibilité de la mise en action dans le bon sens et qu'ils expliquent que les 3/4 des indicateurs qu'on suit aujourd'hui et qui sont en gros des croissances vis-à-vis de l'année prochaine ne sont pas les bons. Merci. Autre question ici ? Merci beaucoup. Du coup, tout à l'heure, vous parliez de succès ou d'échec, donc en fonction des objectifs que vous vous fixiez. Donc aujourd'hui, quels sont vos objectifs concrets ? Est-ce que vous les partagez pour avoir justement l'intelligence collective ? Et quels sont finalement les indicateurs que vous suivez ? On parlait de vitesse notamment, savoir si ça va plus ou moins vite, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une question d'impact, de savoir il vaut peut-être mieux avoir un impact important d'un coup ? Ce qui soulève aussi les questions, si on parlait des gobelets qui arrivaient dans les entreprises, voilà, faut pas les minorer, ces actions, c'est très bien. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un discours qui était très positif, on va dire, sur les grosses entreprises. Et c'est vrai que dire qu'ils prennent conscience et que vous leur avez ouvert les yeux, quand on voit, on parlait de Total, certains autres projets, ça fait un peu sourire quand même. Donc voilà, quels sont aujourd'hui vos objectifs,
vos indicateurs clés que vous pilotez et les résultats concrets que vous mesurez et comment vous voyez l'avenir, quoi. Oui, mais je peux commencer rapidement, notamment sur les gobelets, parce que c'est une critique que je trouve complètement pertinente. C'est pas avec des gobelets qu'on va sauver le monde. Ceci étant dit, deux choses. Déjà, je vais commencer par les objectifs. Les objectifs, aujourd'hui, on les connaît tous, ils sont super ambitieux. C'est pas ceux pour la planète, mais en tout cas ceux pour le climat, typiquement, qui sont ceux de l'accord de Paris. De plus en plus de gens disent qu'ils vont être très compliqués à atteindre. N'empêche qu'on les garde. Et vous regarderez par exemple François Gémen qui insiste pour les garder, même s'il y croit de moins en moins. Sur le thème, ça nous donne un cap collectif. Et avec ce cap collectif, on le dégrade localement, pays par pays, entreprise par entreprise, et on arrive à faire des normes SBTI avec des entreprises qui sont ou pas sur la voie de cette trajectoire. Moi, je suis pour garder les objectifs les plus ambitieux possibles pour que tout le monde pousse un peu son ambition. Ensuite, sur comment démarrer, moi, je suis persuadé qu'à partir du moment où on a des objectifs ambitieux, il faut les détailler en plan d'action. Ça, c'est des choses qui commencent à être de plus en plus faites. Et on n'y est pas encore du tout partout, hein. Mais il commence à y avoir des entreprises sérieuses sur les plans d'action, sur comment faire du 2 degrés horizon 2050. Et à partir du moment où on a les plans d'action, comment on implémente ça ? Et pour moi, c'est vraiment cette partie de l'implémentation qui est ce plan d'action avec ses actions concrètes. Est-ce qu'on va réussir à les lancer au bon moment ? Je suis d'accord que ça ne se résume pas à des gobelets. N'empêche que les gens qui ont fait des gobelets, ils vont être bien positionnés ensuite pour porter la voie de l'implémentation de ces plans d'action. Pour donner ma petite réponse, mes objectifs, ils ont changé il y a une semaine en fait. Beaucoup. Parce qu'on est clairement percuté par le contexte politique qui va forcément avoir une incidence sur le terrain de l'innovation sociale. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce tissu social qui va être sursollicité, quels que soient les chiffres qui vont apparaître le 8 juillet, va être sursollicité comme il a été sursollicité au moment du Covid, mais pas forcément avec les mêmes intérêts, les mêmes objectifs derrière. Donc là, je suis en train de changer de braquet, vraiment, en me disant comment je fais en sorte que les 83 entrepreneurs sociaux qui font partie de la communauté Ashoka continuent à assurer cette délégation de services publics au quotidien, avec des financements, des subventions qui vont se contracter. Je veux dire, il ne faut pas être grand clair pour anticiper ce qui peut arriver et faire en sorte de trouver d'autres couloirs de financement pour pouvoir les faire émerger, pour pouvoir faire en sorte que les premiers concernés qui vont être victimes de ce climat politique soient toujours ceux pour lesquels on travaille au quotidien et dans la préservation de ce qu'est cette belle notion si galvaudée d'intérêt général qu'on confond aujourd'hui avec l'intérêt d'une majorité. L'intérêt général, c'est l'intérêt de la totalité. Donc ça, c'est mon enjeu et c'est ce à quoi je réfléchis. Là, j'ai un peu moins le sourire parce que je suis plutôt en mode petite souris qui combat dans sa petite cage ou le petit hamster dans sa roue, comme vous voudrez. Et ça, c'est ma préoccupation numéro 1 et ça va être mon objectif. En creux, ça raconte quoi ? Ça raconte aussi qu'une organisation comme Ashoka, qui est une organisation qui influence les politiques publiques aujourd'hui, qui influence les endroits de décision, les médias, les grandes entreprises, etc., va continuer à jouer ce rôle-là encore plus qu'avant en fédération avec les autres acteurs qui font la même chose que nous, qui ne sont pas forcément en prise directe avec la société. Donc ça va être la première étape. En creux, ça veut dire qu'on va aussi devoir raconter à quel point ce qui fait que la vie vaut d'être vécue n'est pas mesuré dans le PIB. Autrement dit, les relations qu'on crée les uns avec les autres. Donc ça veut dire que tous ces sujets qui sont créer des collectifs, animer ces collectifs, c'est tellement consommateur d'énergie, tellement consommateur de temps et si peu valorisé, si peu visible. On va devoir faire en sorte que justement ces endroits-là soient financés très rapidement pour tenir ce tissu social. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Évidemment, l'environnement, ça fait partie, mais je ne l'ai pas suffisamment précisé parce que la vision d'Ashoka, c'est une vision qui est systémique. Donc pour moi, il n'y a pas la biodiversité ou les gens. Enfin, non. On voit très bien dans tous les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne qu'il y a toujours un impact sur l'environnement. Et l'environnement, c'est aussi nos voisins, nos amis, la nature, etc. Donc notre relation à l'autre, et le grand autre, c'est aussi le vivant, la nature, fait en sorte qu'elle est teintée de ça si on arrive à régler ces problèmes. Donc il n'y a pas d'abord la nature et après on m'avait demandé une question, je me souviens, c'est quoi ta cause de biodiversité ? Je dis mais on ne va pas hiérarchiser les coraux ou la forêt, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, non, quand on a percuté qu'en fait les choses sont complètement systémiques et imbriquées les unes dans les autres, et les entreprises jouent un grand rôle là-dedans, évidemment, mais elles jouent aussi un grand rôle en termes d'employabilité des gens.
Donc il y a aussi ces sujets-là qu'il faut voir de manière non pas nuancée, parce que ça devient un peu tarte à la crème aussi de parler de nuances, mais de voir les ambiguïtés aussi qui existent et d'assumer certaines formes d'ambiguïté et de peut-être hiérarchiser un peu plus celles-ci. Donc voilà, mes objectifs, c'est ceux-là. En tout cas, ils ont vraiment changé il y a une semaine. Et donc moi, c'est Ashoka, toute l'équipe d'Ashoka va se battre pour faire en sorte justement de maintenir ce tissu et que même parfois, les personnes qui ont voté dans une obédience qu'on n'aimerait pas, qui sont les premiers bénéficiaires de l'innovation sociale, soient toujours servis correctement par l'innovation sociale et de recréer toujours ce dialogue, ces espaces de dialogue fondamentaux. Merci. Une dernière question. Voilà, c'est pour toi, c'est toi qui as gagné. Merci, je vais essayer de faire vite. Vous parliez de créer des nouveaux récits. Merci d'avoir parlé, c'était très intéressant. Vous parliez de créer des nouveaux récits et que c'est ça qui ferait bouger les choses, entre guillemets. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par créer des nouveaux récits, parce que c'est une idée assez vague pour moi. Et quand vous parliez de ça, je me posais la question de tout ce qui a été créé pendant la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que ça, par exemple, vous la définissez dans la case des nouveaux récits parce que du coup, là, il n'y a pas besoin d'en créer d'autres, puisque c'est un récit qui nous est commun peut-être à tous, en France en tout cas, et qui est très réalisable. Merci. Merci. Alors moi je déteste l'expression nouveau récit, déjà. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans les récits qu'on raconte. C'est juste qu'en fait on n'a pas déplacé le projecteur sur l'endroit où ça se passait. Et c'est en plus la journaliste qui vous le dit de manière tout à fait décomplexée et qui a essayé de mettre en place des sujets différents dans la société. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce plaidoyer d'influence auprès de 3 endroits où il y a des récits. Les récits fictionnés, donc ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes filles qui portent des corsets que depuis que les chroniques de Bridgerton ont envahi Netflix, voilà. Où il n'y a jamais eu autant de jeunes filles qui se sont mises dans des clubs d'échecs depuis qu'il y a eu la joueuse d'échecs. Donc il y a un endroit où la fiction peut devenir aussi un sujet vraiment d'attention. Je pense à La Fièvre sur Canal+ récemment aussi, à Baron Noir qui a complètement croquer, je dirais, le paysage politique. Donc, il y a les récits fictionnés. Le récit du réel, j'en ai suffisamment parlé en disant comment, aujourd'hui, on amène les journalistes à raconter le monde tel qu'il est et pas en continuant à pérenniser une espèce de vision catastrophiste, même si évidemment qu'il y a des catastrophes dans le monde, mais il y a aussi énormément de raisons d'espérer tous les matins, comme je le disais. Donc ça veut dire bosser avec les écoles de journalisme aussi, créer des filières spécifiques. On va venir parler d'innovation sociale, on va venir parler d'environnement, on ne va pas être qu'en curatif en essayant de rattraper maintenant les vieux briscards des médias qui ont du mal aussi à comprendre ces sujets-là. Et puis il y a le récit publicitaire, donc c'est aussi pour ça que c'est important de rencontrer les agences médias, de rencontrer les grandes entreprises pour leur dire vous influencez en tout cas une représentation de ce que peut être le succès, la réussite, le bonheur, qui n'est pas la réalité en fait portée aujourd'hui par la société. Donc vous avez un rôle responsable aussi dans les budgets médias que vous êtes en train de mettre pour transformer progressivement en fait ces récits-là. Donc voilà ce qu'on entend par récit en fait, en tout cas chez Ashoka. Jean-Baptiste, tu veux Oui, non, mais complètement. Et pour compléter, pour moi, dans ces histoires de changement de paradigme, de récit, c'est des questions presque plus philosophiques qui sont complètement au-delà de tout ce qu'on vient d'aborder. Typiquement, là-dessus, j'aime bien Aurélien Barraud qui fait des conférences assez déstabilisantes, mais où il va bien au-delà du fait scientifique et des actions à mettre en place pour se mettre sur des trajectoires compatibles avec la survie de la planète. Et en ce sens-là, pour répondre à la question originelle, non, la Convention citoyenne pour le climat de 2020 n'a pas du tout proposé de volet de récit. C'était une liste de mesures qui allait dans le bon sens, ça a été prouvé, qui allait dans le sens des accords de Paris, mais il n'y avait pas du tout cette réflexion du comment on fait en sorte que ces mesures deviennent enviables. Et il y en a plein, il y a eu plein de débats sur la vitesse sur la route, machin, et à chaque fois c'était individuellement, c'est quoi l'impact que ça va être sur mon quotidien, et on ne se demandait pas qu'est-ce que ça disait de notre société dans 30, 40, 50 ans. Et c'est là où moi j'aime quand même bien le côté nouveau récit, parce que nouveau dans le sens où ils ne sont pas du tout portés par qui que ce soit aujourd'hui. Je suis persuadé que c'est une des grosses clés de la transformation à venir. Alors, je vous propose qu'on finisse tous les deux avec une idée, un propos, ce que vous voulez, pour nous donner l'espoir et l'énergie de nous battre et de continuer à nous battre dans les prochaines semaines, mois et années. Et on va commencer par qui veut, je m'en fiche. Trash ta question. Non, j'espère quand même qu'on vous en a donné des raisons. Oui, mais une dernière, une en plus, une conclusion. Moi, je vais dire un truc. Alors, l'amour. D'accord.
Ah, bah c'est pas mal. L'amour. Et hier, il y a François Gemène qui nous a proposé de faire des gosses. Voilà. Alors moi, c'est trop tard. J'ai plutôt des follicules en berne, hein, si tu veux. Donc, c'est plus mon temps des enfants, plutôt d'être grand-mère. Mais l'amour, c'est le meilleur des carburants. On en parlait tout à l'heure quand on prenait Tout à le fait. café tous les deux. Donc, c'est ça. Imaginez un monde. Voilà. Alors moi, je vais faire comme Glucksmann. Fermez les yeux. Imaginez un monde où l'amour est interdit. Où en fait, on se fait mettre en prison quand on est pris en flagrant délit d'aimer. Imaginez ça. Qu'est-ce que ça donnerait comme société? Je sais pas, mais j'ai Je pas pense tellement qu'on serait une envie d'y aller. société putain de résistante et certainement de résiliente aussi. Voilà, imaginez que ça, le truc qu'on croit commun, facile ou autre, auquel on ne donne plus du tout de valeur, soit complètement interdit. Voilà. Bien, Elsa. Ok. Allez, on va Absolument. sortir de cette dystopie. On va se battre. À toi. Non, mais moi j'ai pas envie de répondre une action, j'ai envie de répondre une multitude d'actions selon un petit peu votre individualité et vos perceptions sur la mise en mouvement. Il y a tellement de choses à faire individuellement dans son foyer, dans son travail, par son choix de travail, de manière militante, par son vote typiquement. Il y a tellement de modes d'action possibles qu'en fait il y a plus qu'à. Et je suis persuadé qu'en le faisant un petit peu dans ses cercles, c'est-à-dire pas forcément de manière individuelle dans son coin, qu'est-ce qui est la meilleure manière de faire, mais en réfléchissant autour de soi, dans sa famille, ou alors avec un groupe de collègues, ou alors avec un groupe de pensée à l'Académie du climat. Et ben en fait, c'est en réfléchissant à comment on peut s'organiser en petits groupes qu'on va y arriver. Et puis moi je dirais, ne pas s'engager, c'est aussi une forme d'engagement. D'accord. Voilà. Vous allez méditer ça cet après-midi. Voilà. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Merci.